Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, dans cette vidéo, ce matin, je suis très heureux de recevoir Christian Girondeau, ingénieur polytechnicien et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions environnementales. Il est un grand féru de toute la littérature du GIEC, bien entendu, et cette connaissance encyclopédique lui permet de dénoncer, selon lui, 30 ans de mensonges pour lesquels il appelle à sortir de la science-fiction, du GIEC. Bonjour Christian Girondeau, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, je vais fort bien pour parler de ce sujet qui nous préoccupe tous. Oui, et qui est tabou, qui est terrible. On peut plus débattre du climat, Christian Girondeau. C'est absolument incroyable. On peut rien en dire finalement. C'est un peu l'objet de votre livre, en introduction. Si vous voulez, on est rentré dans une époque étrange, mais qui a eu des précédents. Vous savez que du temps de Galilée, ceux qui osaient dire que c'était pas le Soleil qui tournait autour de la Terre avaient de très graves problèmes. Et puis, quand on regarde dans le temps, il faut savoir aussi, par exemple, que la loi de la gravitation universelle a été combattue par l'Académie des sciences françaises pendant 3/4 de siècle, qui disait que c'était pas vrai. Et puis, vous avez eu Pasteur qui a osé dire à son époque qu'il n'y avait pas de génération spontanée des microbes. Eh bien, on est dans ce cycle que je qualifierais peut-être d'infernal, de fausses informations, de fausses croyances qui sont répétées par tout le monde. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec ce réchauffement climatique qui existe bien sûr, mais qui a toujours existé au cours des siècles. Et la meilleure preuve d'ailleurs, c'est que nos ancêtres, aux alentours de l'an 1000, ont connu un climat qui était à peu près le même que celui que nous avons aujourd'hui. Et il n'y avait pas de voiture diesel à l'époque. Donc nous vivons un cycle normal, naturel, et on a réussi à faire croire que tout ça, c'était de la faute des activités humaines. Bon, eh bien, il faut se replacer dans l'histoire et savoir que ce genre de déviance revient périodiquement, mais en ce moment, elle est particulièrement marquée. Alors oui, c'est très intéressant et justement, je voulais vous inviter pour ça, pour que vous puissiez vous exprimer et vous avez des détracteurs forcément et on va en parler longuement dans cet entretien. Je vous remercie Christian Girondeau d'avoir accepté mon invitation sur Ligne Droite. Vous avez prononcé le mot de religion. Est-ce que l'écologie est-elle une nouvelle religion et si oui, quelles sont ses valeurs et surtout ses croyances, cette écologie ? Oui, c'est une religion. D'ailleurs, j'ai intitulé un de mes livres il y a 2 ans, La religion écologiste, et j'ai montré d'ailleurs les similitudes extraordinaires avec la tradition judéo-chrétienne, qui explique d'ailleurs pourquoi cette religion a pris, je dirais, son essor dans le monde développé, dans le monde occidental, mais totalement ignoré du reste de la planète. Les Chinois, les Indiens, les Africains se moquent éperdument de ce qu'on leur dit, continuent à construire des centrales à charbon, ils ont d'ailleurs raison pour leur population, mais pourquoi religion ? Regardez la religion, la tradition judéo-chrétienne. C'était le paradis avant l'apparition de l'homme. Puis l'homme est arrivé, il a péché, avec Ève d'ailleurs. Et puis, après, il faut qu'il se repente, sinon il va en enfer. C'est ce qu'on a appris à l'Église, tout au moins à l'époque où on y allait. Et regardez ce qui se passe avec cette religion écologiste. Avant l'homme, la planète allait très bien. Et puis l'homme arrive, il utilise du pétrole, du charbon, il détraque la planète avec du CO2. Donc il faut qu'il se repente, il faut qu'il change ses comportements, sinon la planète va en enfer. On a une similitude tout à fait étonnante, mais qui explique le succès de cette pseudo-religion dans le monde occidental, et particulièrement en Europe, et particulièrement en France. Et alors vous dites, c'est intéressant sur la passerelle avec cette espèce de repentance religieuse qu'on vous oppose, bien entendu, ou qu'on n'arrête pas de brandir la science et les chiffres, parce que c'est ça aussi, on n'arrête pas, et on va en parler dans ce livre-là, il y a pas mal de courbes et de graphiques, mais sur cette histoire de la science et des chiffres qui, à un moment donné, sur laquelle cette religion repose. C'est tout à fait évident, mais là, c'est une manipulation, comme il y en a eu dans le passé. Encore une fois, ceux qui, du temps de Pasteur, disaient qu'il y avait une génération spontanée des microbes, s'appuyaient aussi sur des chiffres. On a là des travestissements, et je conçois très bien que ceux qui nous écoutent aujourd'hui soient dubitatifs, parce que ça paraît pas croyable. Je prends un exemple.
la hausse du niveau de la mer. Vous lisez dans le dernier rapport du GIEC qu'elle s'accélère et on parle d'une hausse dans le dernier rapport de 15 mètres. Il faut savoir, c'est entièrement faux. Le rapport précédent du GIEC disait exactement le contraire. Il disait quoi? Il disait par moment, la mer monte de 3 à 4 mm par an. Par moment, elle monte pratiquement pas, 0,1-2 mm par an. Et c'est un cycle tous les 60 ans. Et si vous prenez le précédent rapport du GIEC, vous voyez les courbes qui montrent que la hausse, elle accélère, puis elle freine, puis elle accélère. C'est ce que les scientifiques appellent une espèce de sinusoïde qui a été transformé par le dernier rapport du GIEC en une accélération jusqu'à 15 mètres. Donc, on a affaire à des trucages de chiffres, je n'hésite pas à le dire, et c'est la même chose sur l'élévation de la température. La température, c'est vrai, depuis 1850 est montée d'à peu près 1 degré, mais si vous prenez des rapports du GIEC, ils vous disent que ces mouvements allant jusqu'à 2 degrés ont toujours existé depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans. Et je le disais tout à l'heure, il y a 1000 ans, nos ancêtres ont connu un optimum. Oui. On appelait ça un optimum. C'est la question que j'allais vous poser, Christian Girondeau. Qu'est-ce que c'est l'optimum climatique? Éclairez-nous. C'est très simple, c'est le climat que nous vivons actuellement. Parce que entre l'optimum médiéval, aux alentours de l'an 1000, et puis l'optimum que nous vivons aujourd'hui, il y a eu ce que tous les scientifiques appellent un petit âge glaciaire. Ça a été une période épouvantable. Il y avait des années où il n'y avait pas de récolte. Du temps de Louis XIV, le grand historien Emmanuel Leroy-Ladurie a vu qu'il y a eu des années, et en France seulement, il y a eu 1 million de morts de faim et de froid, parce qu'il y avait des années sans récolte. Donc nous avons une chance qu'on n'apprécie pas, mais tout à fait remarquable. Nous vivons actuellement un optimum climatique, avec un climat qui est bien plus chaud et en tout cas bien plus propice aux récoltes que ce qu'a connu Louis XIV. Du temps de Louis XIV, non seulement la Seine, mais la mer gelait. C'est pas si loin que ça. Et on a toutes les preuves. Alors, oser présenter l'amélioration considérable que nous connaissons en ce moment, puisque nous vivons un optimum comme une catastrophe, c'est vraiment une déviance, c'est vraiment un travestissement de la réalité historique. Et alors, cet exemple que j'avais déjà, je l'ai lu chez vous, mais je l'ai lu autre part aussi, sur le Groenland. Le Groenland, c'était une terre, ça veut dire terre verte. Il y avait des pâturages. On peut se poser la question aussi sur le Groenland, notamment aujourd'hui. On n'y mettrait pas des vaches et il n'y a pas de l'herbe au Groenland, concrètement, si je ne m'abuse. Peut-être que je me trompe aussi. Ça revient un peu, mais il y a eu une période où il n'y en avait vraiment pas du tout. Et du temps des Vikings, vous avez tout à fait raison d'évoquer cette époque, c'est-à-dire il y a à peu près 1 millier d'années, précisément pendant le précédent optimum climatique, les Vikings ont colonisé le Groenland et les troupeaux des Vikings ne broutaient pas de la glace. Ça paraît assez évident. On a retrouvé leurs églises, on a retrouvé leurs étables. Donc, et puis ils ont été obligés de partir parce que vers 1300, 1400, on est rentré dans ce petit âge glaciaire que j'évoquais tout à l'heure, et les habitants n'ont d'autre choix que d'aller se réfugier, probablement en Islande, mais on retrouve leurs ruines aujourd'hui. Et Groenland, on peut le traduire comme on veut, ça veut dire Greenland, ça veut dire terre verte, parce que c'était vert il y a 1000 ans. Et curieusement d'ailleurs, c'est en train de le redevenir, c'est bien logique, puisque nous connaissons actuellement le même climat qu'il y a 1000 ans, et qu'ont connu également 1000 ans auparavant les Romains, le grand empire romain qui a couvert toute la Méditerranée pendant 3 siècles, a coïncidé avec un autre optimum qui favorisait les récoltes, qui favorisait les constructions. Et puis, il y a eu un creux après cet optimum romain qui a coïncidé, et c'est pas un hasard, avec les invasions barbares de gens qui avaient besoin de manger et qui ont envahi l'Empire romain. Tout ça s'explique et est très logique. Ce qui est très illogique, par contre, c'est d'avoir répandu la peur actuelle qui n'a aucun fondement. Alors, vous avez votre livre commence avec nombre de graphiques et de courbes. Et pourquoi avoir fait ce choix en introduction et ne pas les avoir intégrés au fur et à mesure du texte ?
Parce que si vous voulez, c'est la seule manière d'essayer de percer le mur de la désinformation. Si on utilise des mots, des verbes, le verbe, la parole, on n'a aucune chance. On n'a aucune chance. C'est une déferlante quotidienne dans les médias, en France et ailleurs, enfin tout au moins dans le monde occidental, et lutter avec des mots, avec le verbe contre cette déferlance, c'est même pas la peine d'essayer. La seule manière de mettre le doute, et j'espère d'arriver à faire triompher la vérité, ce sont les chiffres. Et les chiffres, dans un domaine comme celui-ci, on peut les traduire en graphiques que tout le monde peut comprendre. C'est pour ça que ce petit livre qui s'appelle Le climat par les chiffres, qui est d'ailleurs vendu moins de 10 € pour que tout le monde puisse l'acheter, est accessible à tout le monde. Parce qu'un graphique, on voit bien si ça monte ou si ça descend. C'est quand même extraordinaire de penser que depuis maintenant près de 10 ans, la température de la Terre baisse. Je répète, elle baisse, c'est pas moi qui le dis, c'est les réseaux de satellites, les réseaux d'observation au sol, et que le titre du dernier rapport du GIEC qui est encore sorti il y a 3 mois, c'est le réchauffement s'accélère. Vous voyez bien que si moi je dis non, il n'y a pas de réchauffement, avec des mots, je n'ai aucune chance d'être entendu, je ne suis pas crédible. Si je monte les courbes, ce qui est le cas dans ce petit livre, on voit bien que la température baisse et je donne les sources. C'est pas une invention. Mais nous sommes victimes d'une désinformation absolument étonnante et qu'on aurait pu croire impossible à notre époque. Mais non, nous vivons ce que nos ancêtres ont vécu, une désinformation systématique qui s'effondrera, parce que ça ne durera pas, c'est un château de cartes. Et le jour où il y a une carte du bas, si possible, qui disparaît, le château va s'effondrer. Je pense qu'on ne tardera pas trop à l'attendre. Mais enfin, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, la désinformation atteint des sommets. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, et plusieurs sujets sont abordés dans ce livre, notamment vous faites un lien entre la difficulté d'accès à l'énergie et la mortalité infantile, notamment en comparant l'Inde et la Chine. Quand je parle d'énergie, je parle d'énergie fossile, bien entendu. Ça, je ne l'ai jamais lu nulle part. Donc, j'aimerais que vous nous expliquiez aujourd'hui, vous, ce que vous considérez comme les bienfaits de l'énergie pour des pays, ce qu'on appelle en voie de développement, par rapport aux pays développés, Christian Girandeau. C'est extrêmement simple. Si vous n'avez pas de développement sans énergie, il y a une corrélation totale au niveau mondial. On prend tous les pays de la planète, on les aligne, on regarde entre la disponibilité d'énergie. Et comme l'énergie, à 80%, c'est le pétrole, le charbon et le gaz, et le gaz naturel, vous avez une corrélation totale entre la richesse des pays et les émissions de CO2. Donc, évidemment, ça paraît très choquant, mais ça veut simplement dire que quand vous disposez d'énergie, le niveau de vie augmente. Bien sûr, il n'y a plus de CO2, mais l'espérance de vie augmente. Et c'est là où on rejoint cette comparaison extrêmement intéressante entre l'Inde et la Chine. Alors, tout le monde sait que la Chine, c'est le mauvais élève. La Chine, c'est plus du quart des émissions de CO2 de la planète. Ben oui, mais la mortalité infantile en Chine a pratiquement disparu. Il y avait, il y a 40 ans, 2 millions d'enfants chinois qui mouraient chaque année. Il y en a 200 000 aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau qui est celui, niveau de sécurité, de vie, d'espérance de vie, qui est celui des pays développés. L'Inde, c'est un bon élève, l'Inde, elle n'émet presque pas de CO2. Ben oui, mais l'Inde, il y a un peu plus d'1 million d'enfants qui meurent encore chaque année parce qu'ils sont dans un pays pauvre, qu'il y a 300 millions d'Indiens qui n'ont pratiquement pas d'électricité, qui vivent dans l'extrême pauvreté et qui perdent leurs enfants. Alors, si vous voulez, cet aspect des choses, vous le trouverez nulle part, mais il est absolument évident. Il suffit de consulter n'importe qui, il peut se rendre sur Google, voir le nombre de morts d'enfants en Inde et en Chine. Il n'y en a plus en Chine, il y en a encore 1 million en Inde. Alors, c'est intéressant, mais on pourrait vous dire finalement aussi, Christian Girandeau, je fais l'avocat du diable, finalement, de dire, c'est notamment la pauvreté, c'est pas forcément le peu d'énergie ou le manque d'accès à l'énergie qui constitue la différence de mortalité infantile entre les deux pays. Vous voyez, on pourrait aussi vous rétorquer ça.
Mais bien entendu que c'est la pauvreté, mais la pauvreté est liée à l'absence d'énergie. Qu'est-ce que nous aurions, comment est-ce que nous vivrions en France si on n'avait pas d'électricité, si on n'avait pas d'essence pour nos voitures, si on n'avait pas de gaz naturel pour nous chauffer? Ben, on vivrait très mal. Et il y a une corrélation entre le développement économique et l'utilisation d'énergie. Elle est évidente. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que tous ces pays en voie de développement ne rêvent que d'une chose, ne rêvent que d'avoir l'électricité. Il y a encore près d'1 milliard d'habitants de la Terre qui n'ont pas d'électricité, vous vous rendez compte? Interrogeons les grands-mères de nos grands-mères qui sont plus là, mais on vivait pas aussi bien au 19e siècle qu'aujourd'hui et on mourrait beaucoup plus. Les deux phénomènes sont pratiquement liés et c'est pour ça, par exemple, qu'un pays comme la Chine, et ça on ne dit pas assez, construit en ce moment 2 centrales à charbon de très forte puissance par semaine. Pourquoi? Parce que en Chine, il y a 1,4 milliard d'habitants. Il y en a 400 millions qui maintenant ont le niveau de vie des pays développés, qu'on retrouve sur les Champs-Élysées, qui vont acheter des sacs Louis Vuitton ou des foulards Chanel ou Hermès. Donc maintenant, 400 millions de Chinois ont un niveau de vie qui est le nôtre. Mais il en reste 1 milliard de Chinois. Il y en a 1,4 milliard. Eh bien, la Chine a décidé que ce milliard de Chinois allait avoir le même niveau de vie que nous. Et pour ça, il lui faut notamment de l'électricité, mais aussi des voitures, des camions. Et c'est pour ça qu'ils ne nous écoutent absolument pas. Alors bien sûr, ils font des énergies renouvelables, parce que pourquoi pas, mais ils font surtout des centrales à charbon et à gaz pour sortir de la pauvreté le milliard d'habitants de Chine qui n'est pas encore sorti de cette pauvreté. Alors, il nous reste 2 minutes avant la fin de la première partie. Nous aurons le bulletin d'information et nous reviendrons ensemble. Bien sûr, Christian Girandeau, une petite question sur les ZFE. Les zones de faible émission imposées dans plusieurs villes. D'ailleurs, certains maires ont fait preuve de zèle et l'ont mis en place, notamment à Montpellier. Pour vous, c'est une aberration, ces ZFE, aujourd'hui, sur l'impact pour le climat, le CO2 C'est un comble de l'aberration, parce que il y a une confusion totale parmi la population, parmi nos dirigeants, entre deux choses qui n'ont rien à voir. Il y a la pollution de l'air qui pourrait être dangereuse pour la santé. Si vous respirez une fumée malsaine, c'est pas bon pour vos poumons. Ça, c'est une chose. Mais il faut savoir qu'il n'y en a plus de pollution de l'air en France. Les usines ont été dépolluées, les chauffages sont dépollués, les voitures, les camions sont dépollués. Évidemment, on peut être sceptique, mais il suffit pour ça d'ouvrir les yeux. Autrefois, quand on nettoyait les façades des immeubles, 6 mois après, il fallait recommencer, elles étaient noires. Maintenant, les façades, elles restent propres. Il n'y a plus de pollution dans nos villes. C'est quand même extraordinaire que 95% des Français soient persuadés du contraire. Faut vraiment qu'on leur mente tous les jours. Regardez la façade de Notre-Dame, qui malheureusement a été brûlée, mais pas la façade, c'est la nef qui a été brûlée. La façade de Notre-Dame, elle a été nettoyée il y a 25 ans, elle est toujours blanche. Donc, la pollution a disparu de nos villes. Donc, il n'y a aucune raison d'interdire des voitures dans le centre des villes quand il n'y a plus de pollution. Alors, on dit c'est pour sauver la planète. Alors là, c'est absolument aberrant. La France ne peut absolument rien à ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Il faut savoir que nos émissions en France, de la France, c'est 1/20 millième de la masse du CO2 de l'atmosphère. Alors, vous imaginez, dans le centre des villes, là, on va être, je ne sais pas, à 1/100 millième de 1/20 millième. Et on nous dit qu'on fait ça pour sauver la planète. C'est une aberration totale qui n'a pas la moindre justification. Allez, il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'information avec Emmanuel Noël et on revient dans 3 minutes avec notre invité Christian Girandeau. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et oui, seconde partie de cette vue de haut avec Christian Girandeau. Vous avez écrit Le climat par les chiffres, sortir de la science-fiction du GIEC, 30 ans de mensonges, rien que ça. Ces excellentes éditions de l'Artilleur. Merci d'être avec nous ce matin, Christian Girandeau. On parlait des ZFE rapidement, vous savez, des zones de faible émission et notamment sur l'interdiction aussi des voitures thermiques. Ces 2 sujets pour finir sur clore ce sujet-là.
Oui, ben on est dans l'aberration la plus complète, puisque pourquoi interdire les voitures thermiques? Alors on dit, c'est pour réduire les émissions de CO2, c'est pour sauver la planète. Est-ce qu'on a regardé un instant les chiffres? Il faut savoir que les émissions de toute l'Europe, des voitures qui circulent en Europe, c'est de l'ordre de 1/10 du stock de CO2 atmosphérique. Donc, ce qu'on peut faire ne sert absolument à rien, d'autant plus qu'il ne faut pas imaginer que les voitures électriques, ça n'émet pas de CO2. Ça en émet au moment de la fabrication, parce que c'est fabriqué avec des terres rares, dans des conditions d'ailleurs qui sont souvent, je dirais, douteuses, pour ne pas dire plus. Mais en Europe, dans la plupart des pays, pas en France, mais dans la plupart des pays, la majorité de l'électricité est fabriquée avec des centrales à charbon ou à gaz naturel. En Allemagne, nos voisins, puisqu'ils ont arrêté, ils ont commis l'erreur, pour ne pas dire la bêtise, d'arrêter leurs centrales nucléaires. Aujourd'hui, plus de la moitié de l'électricité est fabriquée avec des centrales à charbon ou à gaz naturel. Donc la voiture électrique qui roule, bon, évidemment, elle n'a pas de pot d'échappement. C'est pas à cet endroit-là que le CO2 est émis. Il est émis dans les centrales électriques qui ont fabriqué l'électricité. Alors, quand vous faites le bilan total, vous vous apercevez qu'une voiture électrique en Europe, en moyenne, ça émet autant de CO2 qu'une voiture diesel. Vous voyez l'intelligence de la mesure. Mesure qui est en train de ruiner. Oui, qui va nous coûter cher, hein, Christian Gérondeau. Qui va nous coûter mais extrêmement cher. Malheureusement, on est en train de fermer, j'allais dire à tour de bras, des usines en France, notamment des usines qui fabriquaient des moteurs diesel, en disant le diesel c'est mal, alors qu'entre parenthèses, le diesel émet moins de CO2 que les voitures à essence. Enfin, on est dans l'aberration la plus totale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous vous dites, mais c'est pas possible, l'industrie automobile, c'est la première du monde. Ils ont certainement des spécialistes qui ont gardé les dossiers du climat. Eh ben oui, mais ils n'en ont pas. Non, c'est faux. Ils n'ont pas un spécialiste qui était chargé de regarder le dossier du climat. S'il l'avait regardé, s'il avait analysé les rapports du GIEC, il se serait aperçu que c'est, comme je le dis, une science-fiction, que c'est 30 ans de mensonges. C'est très facile à voir dans ce petit livre qui s'appelle « Le climat par les chiffres » que je viens de produire. Vous trouvez toutes les preuves avec toutes les sources qui sont les sources internationales. C'est les Nations Unies, c'est la Banque mondiale, c'est des grandes universités qui vous montrent que tout ça ne tient pas debout. Mais c'est très étrange, encore une fois, nous sommes revenus dans un épisode qui rappelle le Moyen-Âge. Alors, on continue à en parler. Bien sûr, le climat par les chiffres, un sortir de la science-fiction du GIEC de Christian Gérondeau qui est à mon micro ce matin. 30 ans de mensonges et c'est aux éditions L'Artilleur. Il y a quelque chose qui est intéressant chez vous aussi. Une nouvelle fois, lisez-le, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vraiment intéressant. C'est énergie renouvelable et nucléaire sont-ils incompatibles, Christian Gérondeau? Véritablement incompatibles? Ah ben, la réponse est oui. Dans un pays comme la France, et on va le comprendre très simplement. Les énergies renouvelables, intermittentes, que sont les éoliennes et les panneaux solaires, ne produisent pas d'électricité tout le temps. Prenons les éoliennes. Il y a des jours avec du vent, des jours sans vent. Les jours sans vent, il y en a quand même beaucoup dans l'année, est-ce qu'on va manquer d'électricité? La réponse est évidemment non. On ne va pas arrêter les usines, on ne va pas arrêter l'éclairage des rues ou la télévision les jours où il n'y a pas de vent. Donc, nous avons heureusement notre parc nucléaire, qui est très remarquable, avec 56 réacteurs. C'est un des plus grands du monde, qui nous fournit de l'électricité le jour où il n'y a pas de vent. Ça, c'est très bien. Mais supposons que le mardi, il n'y a pas de vent. OK. Et le mercredi, le vent souffle. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'électricité fabriquée par les éoliennes puisqu'on n'en a pas besoin le mardi? Alors ça, c'est quand même très curieux. Qu'est-ce qu'on va en faire? On n'en a aucun besoin et on ne peut pas la stocker. Alors il suffit de regarder, ces chiffres, je les donne également dans ce petit livre. On est obligé, j'allais dire de l'exporter, non, de la brader aux pays étrangers s'ils acceptent. Et c'est ce qui se passe 80% du temps. 80% du temps, l'électricité produite par nos éoliennes, comme on ne peut pas l'utiliser, on l'envoie à l'étranger ou on la brade au quart ou au 10e du prix qu'on a payé aux promoteurs des éoliennes. Et puis, il y a des jours où même les pays étrangers n'en veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'une électricité qu'on ne peut pas stocker, qui est fabriquée obligatoirement et dont on n'a aucun usage?
Eh bien, tenez-vous bien, ces jours et ces heures-là, on est obligé de freiner nos réacteurs nucléaires. On est dans la bêtise au niveau zéro. Comment est-ce pensable? On se couvre d'éoliennes, nos terres et nos mers, nos océans, dont on ne peut pas se servir, puisque les jours où il n'y a pas de vent, on ne va pas se passer d'électricité, on utilise nos centrales nucléaires. Donc, dans un pays qui a des centrales nucléaires, c'est incompatible d'avoir des éoliennes. C'est moins vrai en Allemagne, puisqu'en Allemagne, comme ils font leur électricité avec du gaz naturel et du charbon, les jours où il y a du vent, ils freinent leurs centrales à charbon et à gaz. Mais nous, on est obligé, certains jours et certaines heures, de freiner nos réacteurs nucléaires pour laisser la place à une électricité dont on n'a aucun besoin. Alors, vous parlez aussi des prophètes de l'Apocalypse qui ont pris le pouvoir au sein des Nations Unies, dépendant du GIEC. Vous y allez fort, hein, Christian Gérondeau, là-dessus. Hein. Véritablement, les prophètes de l'Apocalypse, là, vous rentrez fort. Hein. Écoutez, il suffit d'écouter le secrétaire général des Nations Unies, les secrétaires généraux successifs des Nations Unies, qui nous répètent que nous sommes sur la voie de la catastrophe. Ce n'est pas des inventions de ma part, vous entendez ça fréquemment, ce sont les prophètes de l'Apocalypse. Et pourquoi les secrétaires généraux qui ne connaissent rien, c'est pas leur faute d'ailleurs, c'est pas des spécialistes du climat, pourquoi ils répètent la même chose? Parce que le pouvoir a été pris aux Nations Unies par les Grünen allemands. C'est eux qui détiennent les postes. Ce sont les ONG écologistes qui ont pris le pouvoir il y a 30 ans aux Nations Unies. Le GIEC, c'est une filiale des Nations Unies. Tout s'explique par là. Regardez les profils du responsable du département du développement, du responsable du département de l'environnement aux Nations Unies. Ce sont des écolos, des ONG essentiellement allemandes, qui ont pris le pouvoir il y a 30 ans aux États-Unis et qui l'ont toujours aujourd'hui. Alors, je voudrais qu'on parle aussi de ce fameux sommet de Rio, parce que vous en parlez dans votre livre et en interview. Ça a été une bascule pour vous, ce sommet de Rio, en 1972 ? Et pourquoi ? Ça a été une grande bascule, parce que personne n'a parlé du climat avant. Vous imaginez les chefs d'État avant 1972 parler du climat, mais ça n'est. On ne va pas parler de la météo, on va parler, je ne sais pas quoi, de développement économique, de risque de guerre. Et personne n'a l'idée de parler du climat jusqu'à ce sommet de Rio où un Canadien qui s'appelait Maurice Strong, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, a réussi à convaincre le secrétaire général des Nations Unies de l'époque de convoquer tous les chefs d'État de la planète à ce grand congrès, il y a bientôt 31 ans, à Rio. Et là, le message a été le même que celui qu'on entend aujourd'hui. La science a parlé, alors qu'elle n'avait aucune base. La science a parlé, nous allons à la catastrophe, changeons nos comportements, sinon c'est l'enfer qui attend la planète. C'est ce message rigoureusement inchangé que nous entendons toujours, et ce sont ce que j'appelle les prophètes de l'Apocalypse. Mais il faut bien voir que les gens qui transmettent ce message ne sont pas de mauvaise foi. Ne faites pas dire ce que je dis. Non, je ne dis pas. J'allais vous poser la question. Non. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils ne sont pas de mauvaise foi, mais ils ne sont pas de bonne foi non plus, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Ils sont de foi. Ils y croient. Et quand vous entendez les déclarations de responsables européens ou français d'ailleurs du dossier, ils en sont convaincus. Donc quand on leur dit que 2 plus 2 fait 4, s'ils pensent que 2 plus 2 font 8, ils vous disent non, 2 plus 2 font 8. Et ils ont la force de conviction, comme ça a toujours été le cas dans des circonstances religieuses, ils ont la force de conviction de gens qui sont persuadés de détenir la vérité, qui y croient absolument et qui pensent que ceux qui, comme moi, disent le contraire, sont des mécréants. La seule différence avec le passé, c'est qu'il n'y a plus maintenant de bûcher, donc ça me permet de vous parler. Mais si ce n'était pas le cas, je n'aurais pas pu le faire. Il y a longtemps, je ne serais plus là. Et je ne suis pas le seul. Donc, on est sur un domaine, un terrain, qui n'est plus du tout celui de la science, mais celui de la foi. Et vous dites aussi dans ce livre, Le climat par les chiffres, 30 ans de mensonges de l'édition L'Artilleur, le GIEC joue le rôle de la curie humaine.
Pardon. Curie romaine, pardon. Oui, le parallélisme est total. Encore une fois, les gens qui faisaient partie de la curie romaine, enfin la grande majorité d'entre eux, étaient absolument convaincus, parce que c'était écrit dans la Bible, que le soleil tournait autour de la Terre. Pour eux, c'était impensable d'imaginer autre chose. Et c'est exactement ce qui se passe au sein des assemblées du GIEC, de leurs instances dirigeantes. Ils s'auto-convainquent les uns les autres, ils se répètent toujours tous la même chose, et donc c'est forcément vrai. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre, et que Descartes disait d'une manière humoristique, si je peux dire. Il disait, lorsqu'une vérité est quelque peu difficile à découvrir, il serait étonnant que tout un peuple l'ait rencontrée. Autrement dit, on a tendance à croire ce qu'on entend, et surtout si tout le monde dit la même chose. Et l'histoire nous répète, Galilée, Newton, Darwin, Pasteur, que à longueur des siècles, il est arrivé que ce soit les gens qui disent le contraire de ce que tout le monde répète, qui aient raison. Alors on le reconnaît après, mais évidemment, pendant la période où ils vivent, ils sont très mal considérés. Alors, je voudrais qu'on revienne à cette histoire d'énergie renouvelable. Vous en pensez quoi des injonctions de l'Union européenne sur les énergies renouvelables données à la France et aux autres pays d'ailleurs? Et d'ailleurs, nous, vous avez un passage sur l'Allemagne qui est assez dur, sur les Allemands, notamment sur leur politique énergétique. Mais la France, là, on ne parle que de ça actuellement, ou beaucoup de ça à la télévision, ou dans les médias, pour nous dire qu'il faut faire cette transition. D'ailleurs, il y a un ministre dédié à la transition écologique. Véritablement, l'Union européenne nous envoie dans le mur avec ce que vous considérez comme un peu rétrograde? Tout à fait, ce qui est extrêmement regrettable. J'ai parlé des Grünen allemands. Il faut bien voir que la racine de cette folie que nous vivons actuellement, elle vient d'outre-Rhin. C'est tout à fait étonnant. Ils viennent de fermer leurs centrales nucléaires en disant qu'ils veulent sauver la planète. Ils savent très bien que s'ils ferment leurs centrales nucléaires, il faudra faire de l'électricité avec des centrales à charbon. On est dans l'absurdité totale. Et je pense que c'est difficile à comprendre. Les Allemands ne sont pas des rationnels. Ce qui est dommage, c'est que les Français ont une tradition cartésienne, une tradition rationnelle. Et nos dirigeants successifs et nos instances nationales successives, malheureusement, ont cru bon de croire ce qui venait d'outre-Rhin. L'histoire aurait pu nous apprendre qu'il ne fallait pas toujours regarder ce qui venait d'outre-Rhin d'un œil très favorable. Donc, on a appliqué à la France qui maintient, mais qui a failli abandonner son programme nucléaire. N'oublions pas qu'on a quand même, sans aucune raison, fermé la centrale de Fessenheim avec 2 réacteurs. Sous l'impulsion allemande, Christian Gérondeau. Sous l'impulsion. Mais bien entendu, nous avons cédé aux Allemands. Vous savez, actuellement, il y a une responsable allemande qui s'appelle Madame Den Leyen. Tout le monde entend parler d'elle. C'est hallucinant. Il faut sauver la planète. Le fait que l'Europe n'y puisse absolument rien, que maintenant les émissions mondiales elles viennent en grande majorité des pays en voie de développement, c'est-à-dire de Chine, d'Inde, d'Afrique, etc. L'Europe, c'est moins de 10% d'émissions qui représentent 1/200e de la masse du CO2 atmosphérique. Donc, on est responsable d'un 2/1000e d'un phénomène et on dit qu'on va sauver la planète. On est dans l'absurdité complète. Ce qui est dommage, c'est que la France, qui était un pays cartésien, a complètement oublié de l'être. Et c'est pour ça peut-être que moi, je pense que Descartes aurait apprécié un livre comme celui qui s'appelle « Par les chiffres », parce que c'est ce qu'il disait, c'est la seule manière de faire triompher la vérité. Et Descartes était un mathématicien en même temps qu'un philosophe, et c'est grâce à ça qu'il a réussi à laisser son nom dans l'histoire. Et la France, quelle est la proportion de la France de rejet de CO2 ? La France, c'est moins de 10% de l'Europe. Alors, vous voyez, donc c'est moins d'1% des émissions de CO2, mais ce ne sont pas les émissions qui comptent. Et ça, c'est un point. Ce qui compte, ce n'est pas les émissions qu'on fait une année donnée, c'est le stock de CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. Les émissions que toute l'humanité fait une année donnée, c'est 1/200e du stock. Vous voyez bien que si vous les supprimez totalement, ce qui est évidemment impossible, ces émissions,
vous verrez pas grande différence avant très longtemps. Donc, en réalité, nous agissons, nous, la France, sur un 20 millième du stock de CO2. Nous l'accroissons de moins de un 20 millième chaque année. Autrement dit, rien. Autrement dit, on a confondu les émissions annuelles, c'est-à-dire le flux, avec ce qui compte s'il y a une influence sur le climat, et il n'y en a pas, mais s'il y a une influence du CO2 sur le climat, c'est le stock qui compte. Et donc, on se trompe là aussi complètement. Allez, il nous reste 2 minutes, Christian Girandeau, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Une dernière question d'actu. Quand vous entendez ces reportages catastrophiques sur le manque d'eau, les pénuries, inondations, tempêtes, ou dû au dérèglement du climat, ou même encore les feux de forêt, vous portez quel regard sur ça ? Je porte un regard étonné, pour ne pas dire plus. On confond la météo et le climat. Le climat, c'est les variations qu'on mesure sur les siècles. La météo, on les mesure sur la journée. Et bien entendu, il y a toujours sur Terre un endroit où il y a des inondations, un autre où il y a des sécheresses, un autre où il y a des feux de vent, mais pas plus qu'avant. Un seul chiffre à nouveau. Dans les années 1930, il y a eu des inondations catastrophiques en Chine. On ne sait pas s'il y a eu de 1 à 3 millions de morts. On en est au million de morts près. Et d'ailleurs, une toute petite anecdote, ceux qui nous écoutent et qui lisent ou qui ont lu Tintin verront que dans le premier livre de Tintin, qui s'appelait Lotus Bleu, et qui se passe en Chine, on voit Tintin confronté à l'inondation à laquelle je fais référence. Et le centre de la Chine a été complètement inondé dans les années 1930. Il n'y avait pas de diesel pour expliquer ça. Il n'y avait pas de centrale à charbon. Il y avait simplement la nature. Il y a toujours eu des changements de la météo. De là à faire le mélange entre météo et climat, c'est vraiment, encore une fois, une science-fiction, un mensonge de plus, parce qu'on sait très bien que ce sont deux notions complètement différentes. Et quand vous pensez qu'il y a une chaîne de télévision qui n'appelle plus française, publique, qui n'appelle plus son bulletin météo de tous les jours, mais qui l'appelle maintenant météo-climat, vous voyez jusqu'où va la perversion des esprits. Pour le savoir, il faut lire Le climat par les chiffres de Christian Girandeau, sortir de la science-fiction du GIEC, 30 ans de mensonges aux éditions L'Artuaire. Merci beaucoup, Christian Girandeau, d'être passé par nos studios. Merci pour votre interview. Je vous souhaite une excellente journée.